Bonjour, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui se passe encore? Il semblerait que quelqu'un pirate encore notre système. Salut Anto. Super, juste au moment où on commençait à vous oublier. Ravi de voir que je te laisse à chaque fois une grande impression. Non, là vous savez, j'en ai juste marre. Qu'est-ce que vous attendez pour vous montrer? Je te ferai ce plaisir bientôt et tu peux me faire confiance. En attendant, je t'interdis de critiquer les deux tours. Pourquoi? Quoi, faut que je trouve une raison pour te faire chier maintenant? Mais qu'est-ce que ça peut vous apporter si je ne fais pas ce film? Rien. Mais je sais que ça va t'embêter de pas faire ce film. À bientôt. Mais pourquoi tu lui obéis? Il ne peut rien contre toi après tout. Parce que je suis plus malin. Comment ça? Il m'a dit de pas faire les deux tours, mais il ne m'a pas dit que personne d'autre ne pourrait le faire à ma place. Hey, I'm back, bitch! Franchement Matt, merci de faire ça pour moi. En plus, je savais que ça te tenait à cœur de reprendre le boulot juste le temps d'un épisode. Surtout pour ce film. Bah, merci à toi d'avoir pensé à moi, hein. Sois tranquille, ça ne me dérange absolument pas. Super alors, bon courage. À bientôt. Bon, et maintenant, on fait quoi? Appelle Laurent. Pas question que je reste là les bras croisés. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait ça, donc on va faire ça bien, hein. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Alors... bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'état critique. Voilà, donc ça, hop, tout va bien, c'est fait. En décembre 2001, Peter Jackson, réalisateur encore relativement méconnu aux yeux du grand public, devient le Seigneur des Anneaux, celui qui est parvenu à réaliser l'impossible, une fresque immense autour de l'œuvre réputée inadaptable écrite par J.R.R. Tolkien. Et pourtant, rien n'était assuré. Hormis la difficulté de l'adaptation, Jackson devait faire face à une cohorte de fans de la première heure aux aguets du moindre petit écart vis-à-vis de l'œuvre originelle, un genre cinématographique en perdition depuis des années, et aussi un concurrent de taille, Harry Potter. Si la communauté de l'anneau n'a certes pas aussi bien fonctionné que les premières aventures du petit sorcier au box-office mondial, il a tout de même atteint un niveau très largement respectable et surtout a totalement remboursé le budget alloué aux 3 films qui, rappelons-le, ont été tournés en une seule fois. En 2002, Peter Jackson est donc un homme plutôt serein. Le poids sur ses épaules est moindre. Seulement, tout est remis en question aujourd'hui avec la sortie du second volet du Seigneur des Anneaux, à savoir les deux tours. Alors, avant de commencer, quelques petites précisions s'imposent, et ce, même si l'effort de contextualisation a déjà été effectué dans la précédente vidéo sur le sujet. Donc aujourd'hui, en fait, on va reprendre exactement là où je me suis arrêté, il y a maintenant 3 ans. Eh ouais, ça nous rajeunit pas tout ça, hein. La saga cinématographique, comme les romans, ont été, rappelons-le, créés pour former un bloc unique et cohérent. Autrement dit, les deux tours, c'est moins la suite de la communauté de l'anneau que la poursuite d'une œuvre déjà engagée et dont la finalité est le Seigneur des Anneaux en tant qu'entité artistique unique. Pourtant, aujourd'hui, on va dissocier les deux tours du reste, comme nous l'avions fait, et analyser cette œuvre comme un roman unique, histoire d'en faire ressortir tous les enjeux, les tenants et les aboutissants, et dans le cas du film, toute la construction cinématographique pensée par Peter Jackson. Les deux tours, écrit par J.R.R. Tolkien, paraît en novembre 1954 au Royaume-Uni, soit seulement 4 mois après la parution de la Communauté de l'Anneau. Et comme la Communauté de l'Anneau, il se divise en 2 livres, soit 2 segments. L'histoire reprend là où le volet précédent s'était arrêté, c'est-à-dire juste après le départ de Frodon et Sam à deux vers le Mordor, entraînant de fait la dislocation de la communauté. Le livre 1 des deux tours s'articule essentiellement autour des autres protagonistes de l'œuvre, à savoir, à ce moment-là, Aragorn, Boromir, Gimli, Legolas, Merry et Pippin. Boromir est tué dans une attaque d'Uruk-hai et les 2 hobbits enlevés. Aragorn, Gimli et Legolas partent donc à leur recherche. S'ensuit un périple menant nos héros à la rencontre du peuple du Rohan, du roi Théoden, aux retrouvailles avec Gandalf, puis dans une lutte finale contre les armées de Saruman au gouffre de Helm. Le livre 2 des deux tours, lui, recible son action sur Frodon et Sam, qui, après avoir rencontré Faramir du Gondor, sont guidés par Gollum jusqu'à l'antre d'Araigne. Les deux tours se terminent au moment où Frodon est capturé par les orques et amené à la tour de Cirith Ungol. Une séquence que l'on verra bien dans les films, mais dans le Retour du Roi uniquement. Il faut savoir que les deux tours, et les autres volets finalement puisqu'ils se suivent dans l'écriture, a été rédigé près de 10 ans avant la publication des livres. Le livre 1 des deux tours est écrit entre 1941 et 1942, puis Tolkien fait une pause de 2 ans. Il confiera plus tard à son fils Christopher avoir débuté le segment final des deux tours
dans la souffrance, ce qui affecte sa volonté d'aller jusqu'au bout de sa rédaction. Néanmoins, il fait parvenir ses textes à son ami de toujours, C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, et à son fils qu'il berçait enfant avec le récit du Hobbit, engagé dans la Royal Air Force en Afrique du Sud. Finalement, leur enthousiasme donne un coup de fouet à Tolkien, qui finit par boucler les 2 tours en mai 1944. Profondément éprouvé par l'écriture de ce second volet, il mettra 2 années supplémentaires à écrire Le Retour du Roi. Si la rédaction de ce tome a été excessivement difficile pour son auteur, sa réussite artistique est non moins totale. Les 2 tours emboîtent le pas de la communauté de l'anneau, souvent critiquée pour ses longueurs, notamment dans son premier segment. Ici, l'action reprend véritablement là où il fut laissé précédemment, et surtout ne s'articule pas, ou peu, autour de Frodon et Sam, les principaux catalyseurs du récit. Tolkien se détourne de ses héros pour se pencher davantage sur le cas de ses principaux personnages secondaires, à savoir le reste de la communauté, afin de leur donner une place, un véritable ancrage dans l'évolution du récit et une place de choix dans l'univers développé. Tolkien, à travers ses personnages-ci, donne du rythme à son intrigue, ce qui naturellement aux yeux de certains profanes aurait tendance à faire des 2 tours un roman plus abordable que la communauté de l'anneau. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une poursuite qui est déjà engagée et que commencer la lecture des 2 tours en occultant l'approche de la communauté de l'anneau, c'est se priver d'une lecture ascendante. Donc autrement dit, c'est de la merde. Plus sérieusement, Tolkien s'intéresse dans ce volet un peu plus aux hommes à travers le peuple du Rohan et permet ainsi à son univers de s'élargir davantage. D'autres personnages, notamment Saruman ou même Merry et Pippin, sans oublier Gollum, voient leur description s'étendre. La base ayant été énoncée, ici Tolkien se permet des apartés sur chaque élément adjacent à l'intrigue principale, qui est la quête de l'anneau, je le rappelle. Plus globalement, le roman propose pour la première fois une vraie cassure entre le bien et le mal. La communauté de l'anneau jouait énormément sur l'aspect fantomatique d'un mal grandissant et en même temps sur un bien d'apparence paisible, entre parenthèses la comté, mais qui dans l'arrière-propos était menacé dans son équilibre. Ici, Tolkien définit clairement les belligérants. Saruman incarne une présence maléfique physique et réelle, tandis que Sauron, lui, demeure l'incarnation du mal absolu, certes, mais sans qu'il ait pour autant une présence physique et spatiale. En fait, pour ce moment, et cela est perceptible au moment de l'effondrement des forces de Saruman, ce dernier apparaît en fait comme l'arbre qui cache la forêt. La chute de Saruman libère la puissance de Sauron et son emprise fantomatique prend le relais sur le corps maléfique qu'était Saruman. Cela permet ainsi de quantifier dans l'espace la nature d'un mal sans limite physique et donc le danger que cela représente pour les forces du bien qui, eux, n'ont pas les capacités d'un tel pouvoir et devront puiser dans ce qui les définit en tant qu'être de bonne volonté pour vaincre la bête, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, la loyauté, le respect, etc. Et chaque personnage incarne ici ces éléments-là au cœur du récit. La grande force des 2 tours, roman, je le rappelle, c'est qu'il est moins linéaire, moins ancré dans ses objectifs initiaux. Tolkien se permet des détours tout en gardant le style poétique et aérien qui définit son œuvre, qui apporte de la profondeur dans les sentiments des personnages. Il lâche du lest sur la méthodicité de ses descriptions de lieux et va jouer sur le terrain de l'émotion en donnant corps et âme à ses protagonistes. De fait, oui, le livre est plus accessible que la communauté de l'anneau, mais l'apport émotionnel des 2 tours, complété à ce que l'on sait déjà, doit permettre d'aboutir, d'arriver à un triomphe artistique et littéraire total dans le 3e et dernier volet de la saga. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Donc dans 3 ans. Environ. Lorsque les 2 tours sort au cinéma en décembre 2002, il est le seul volet de la saga à ne jamais avoir été adapté au cinéma auparavant dans un épisode unique. Contrairement au premier volet, on se souvient du film de Ralph Bakshi qui abordait certains éléments des 2 tours et au Retour du Roi adapté dans un dessin animé nanar produit par la Warner au début des années 80. Considéré par de nombreux fans comme le meilleur des 3 livres de Tolkien, Peter Jackson savait qu'il ne devait absolument pas rater le coche avec celui-là, surtout après la barre qu'il a lui-même placée avec le premier film. Tourné entre octobre 1999 et décembre 2000, en parallèle aux 2 autres films, ce volet-ci a une particularité dans son tournage, particularité que n'avait pas la communauté de l'anneau, c'est la présence de 3 grandes équipes de tournage pour 3 grandes trames principales. Peter Jackson gérait par satellite les 3 équipes en temps réel pendant leur tournage. Je vous laisse un peu imaginer la logistique monstrueuse que cela nécessite. Je ne vais pas m'étendre sur les conditions de tournage, les travaux des uns et des autres pendant ce tournage marathon. Je vous recommande par contre, pour plus de précision, tous les making-of réalisés à l'occasion des éditions version longue des films. En tant que passionné, je ne peux qu'admirer un tel travail. Et vraiment, vraiment, vraiment.
Et je ne parle même pas encore, du rendu artistique du produit. Peu de temps avant sa sortie, Les Deux Tours sera l'une des premières grandes victimes du téléchargement illégal. 2 semaines avant la sortie mondiale du film, des touristes américains en vacances à Bangkok, en Thaïlande, découvrent avec stupéfaction des copies pirates en vente dans les rues pour une bouchée de pain. Plus tard, on se rendra compte, toujours avant la sortie du film, qu'une quarantaine de points de vente de copies pirates ont été localisés en Chine, dans la région de Shanghai. C'est à cette époque qu'on se rendra compte du danger que représente ce qu'on appelle à l'époque le P2P, ou le pair à pair, ou le peer-to-peer pour l'industrie. Les ayants droit des œuvres dénonceront des outils internet comme Casa ou BitTorrent qui seront ainsi assignés en justice. Les Deux Tours sera l'un des films les plus téléchargés de l'année 2002. En 2003, la perte sèche de l'ensemble des studios hollywoodiens s'élèvera à plus de 3,5 milliards de dollars. Malgré tout, cela n'empêchera heureusement pas le film de Peter Jackson de renouveler l'exploit au box-office et même de faire mieux que son prédécesseur. Environ 920 millions de dollars de recettes contre 871 pour le premier volet pour un budget de 94 millions, budget déjà remboursé par le succès du premier volet, c'est important de le souligner, ce qui en fait à ce moment-là évidemment le plus grand succès de la saga, attendons qu'arrive le retour du roi, mais surtout le plus grand succès de l'année 2002. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Le Seigneur des Anneaux parvient à mettre au tapis son principal concurrent, à savoir Harry Potter pour la Chambre des Secrets, mais également d'autres poids lourds du box-office comme Spider-Man et même Star Wars. Et ça représente tout de même quelque chose d'assez fort pour notre film du jour qui parvient ici, en termes de succès, à gravir une marche qui emmènera la franchise au sommet lors du prochain volet. En France, cependant, ce n'est pas le même son de cloche. Un peu plus de 7 millions d'entrées, c'est mieux que La Communauté de l'Anneau, et c'est un chiffre parfaitement honorable, et c'est peu dire. Néanmoins, Harry Potter sera plus fort avec ses 9 millions d'entrées, et Astérix bouffera tout le monde avec ses 14 millions et demi d'entrées. Une sacrée année quand même en termes d'entrées. Alors, Les Deux Tours. Pourquoi Les Deux Tours? L'affiche du film, comme le film en lui-même, a toujours été sans équivoque au sujet des Deux Tours, renvoyant autour de l'Isengard et du Mordor, respectivement centre névralgique des forces de Saruman et de Sauron. Seulement Tolkien, au moment de la publication des livres, n'a jamais été aussi affirmatif, sous-entendant qu'on pouvait voir dans l'appellation de l'œuvre les tours de Minas Tirith et du Mordor se faire face comme symbole du bien et du mal. Quoi qu'il en soit, les Deux Tours revoient une forme de duplicité, voire même au contraire d'antagonisme. Un antagonisme entre un père et un impair, entre une force et une faiblesse, entre un maître et un disciple, voire même entre un homme et une femme. Le film de Peter Jackson, en premier lieu, puise sa force dans ce traitement thématique. Cette duplicité est caractérisée par des personnages qui, cette fois-ci plus que jamais, fonctionnent en duo, soit en opposition, soit en association. Saruman et Sauron fonctionnent ici ensemble, l'un étant le pantin de l'autre, mais d'autres exemples sont tout à fait perceptibles. Merry et Pippin sont connectés l'un à l'autre. Gimli et Legolas agissent en collaboration, en frères d'armes. Aragorn et Éowyn sont tous deux prétendants au trône, du Gondor et du Rohan, et agissent dans un rapport d'attirance l'un envers l'autre. Grima, langue de serpent, est lui connecté à Théoden en influençant chacune de ses décisions, sans oublier Frodon connecté à Sam par la force de leur amitié, mais également connecté à Gollum par le biais du pouvoir maléfique de l'anneau. Dans la version longue, nous pouvons également percevoir ce rapport avec Faramir et Boromir, frères de sang certes, mais opposés au regard de leur père, l'intendant du Gondor. Évidemment, on ne pourrait évoquer cette notion de dualité sans parler du cas de Gollum, probablement le personnage le mieux traité à l'écran dans ce second volet. Gollum est une thèse et une antithèse à lui seul, complètement corrompu par le pouvoir de l'anneau au point d'avoir développé une forte schizophrénie et un complet dédoublement de la personnalité entre lui et son double d'antan, le hobbit Sméagol, chétif, fragile et naïf. Et c'est dans la séquence du revirement de Gollum que tous les traits de cette double personnalité transparaissent à l'écran. Le personnage effectue un dialogue avec lui-même, le réalisateur changeant son cadre pour créer un effet miroir entre Sméagol et Gollum, la finalité étant la reprise de son esprit par Sméagol, qui parviendra, le temps de quelques scènes, à tenir dans un équilibre fragile avant de rebasculer après avoir été trahi, entre guillemets, par Frodon.
Gollum, à peine évoqué dans le premier volet, apparaît ici comme l'atout fort de la narration, le symbole même de la dualité entre chaque personnage et par extension des deux tours. Un peu comme si le film fonctionnait dans un effet de miroir, dans chaque séquence elle-même fonctionnant en miroir. Car effectivement, on note trois grandes trames perceptibles. La marche de Frodon, Gollum et Sam vers le Mordor, la prise de position d'Aragorn, Legolas, Gimli et Gandalf aux assauts de Saruman dans le Rohan, menant à la grande bataille du gouffre de Helm, et la relation entre Merry, Pippin et les Ents menant à la prise de l'Isengard. Les actions des uns, même ponctuelles, influent sur les actions des autres. Par exemple, si Gandalf n'avait pas libéré Théoden du joug de Saruman, ce dernier n'aurait pas lancé la grande bataille du gouffre de Helm, et donc Merry et Pippin n'auraient pas pu remporter la victoire sur l'Isengard, car les forces Uruk-hai n'auraient pas été conduites au combat. Mais comme je le disais, Gollum est l'atout fort du film. En dehors de son aspect visuel qui est plutôt grandiose pour l'époque et qui renvoie d'ailleurs aux oubliettes la motion capture de Jar Jar Binks et la performance d'Andy Serkis qui est également pour beaucoup dans la qualité du personnage, Gollum apparaît comme le symbole de la déliquescence d'un monde et paradoxalement de l'espoir d'une renaissance également. Sméagol est cet espoir de renaissance et un moment il parvient à reprendre l'ascendant sur sa propre déliquescence. Seulement tout s'effondre sur un moment de manipulation forcée. Preuve que tout équilibre ne tient toujours qu'à un fil. Alors si pour les uns cet équilibre se casse la gueule, eh ben ce n'est pas le cas pour d'autres. Les hommes et les elfes par exemple, agissant de pair puis ensuite désunis, se retrouvent finalement ensemble, les armes à la main pour lutter contre le mal, l'armée de Saruman. La bataille du gouffre de Helm elle-même est un symbole car le lieu prête soit à l'enfermement dans les ombres d'une montagne ou à l'éclatement de la lumière. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'arrivée de Gandalf en sauvetage avec la garnison du Rohan se fait dans la lumière du soleil éblouissant l'ennemi. Les deux tours clairement est une œuvre sur les oppositions et à travers ça le ciment du roman de Tolkien, l'opposition entre le bien et le mal. On notera également une thématique quasi secondaire qui a tout de même une place de choix ici, l'écologie. Les deux tours, un film écolo, oui, mais toujours dans un rapport d'opposition ici entre l'industrie lourde incarnée par les forces de Saruman et la forêt et la nature incarnée par le peuple Ent. Alors oui, Les Deux Tours est un film écolo, mais plus globalement un film totalement humain qui cherche à nous faire réfléchir à notre rapport à autrui, notre rapport à la nature, oui, mais pas que, notre rapport aux autres espèces, notre rapport aux étrangers, notre rapport à nous-mêmes également par le biais de la tentation, de la fragilité d'esprit, comment ne pas succomber au mal, à la souffrance lorsqu'il se présente sous une forme tentante. Notre rapport au pouvoir est également exploré. Fort de ces thématiques et porté par la rigueur d'un Peter Jackson qui a pleinement su s'approprier l'œuvre de Tolkien, qui pourrait aujourd'hui remettre en question ses choix artistiques ou son approche en termes d'adaptation. Peu de choses sont contestables sur Les Deux Tours, et surtout pas en termes d'adaptation. Il est très difficile d'écrire et de réaliser un second volet de trilogie lorsqu'il s'emboîte dans une trilogie justement qui a été pensée en tant que telle. Et au cinéma c'est plutôt rare. Citons le cas de l'Empire contre-attaque, supérieur à la Guerre des Étoiles en termes de narration, en termes de rapport thématique, pour une franchise, une trilogie en l'occurrence qui a été pensée en tant que telle. Les Deux Tours est ici cinématographiquement supérieur à la Communauté de l'Anneau, car Peter Jackson, comme Irving Kershner en son temps, se libère de toute la complexité que nécessite le temps d'installation de la narration dans un épisode fondateur, et de ces règles drastiques qui empêchent finalement toute exploration thématique. Pour marcher, le premier doit toujours être fédérateur dans son approche narrative, car c'est par ici qu'on entre dans l'intrigue. Ce n'est que plus tard que le film peut se permettre de prendre des risques. La seule différence au final avec Star Wars ici, c'est que le Seigneur des Anneaux a gardé son mouvement ascendant vers la promesse d'un final dantesque incarné par le retour du roi, chose qui n'a pas été le cas dans Star Wars puisque finalement le retour du Jedi a été victime en son temps d'un conflit d'intérêts artistiques entre celui qui voulait absolument imposer sa patte et celui qui voulait capitaliser sur le succès. C'est le problème des franchises à succès, j'ai envie de te dire. Où s'arrête l'art et où commence le business? Dans Le Seigneur des Anneaux, on a eu cette chance de ne jamais assister à différents conflits d'intérêts sur la saga, étant donné que son succès dut être géré dans un espace de temps suffisamment réduit pour que la saga n'ait pas à s'encrasser des lois du merchandising. Les Deux Tours fait ici une promesse, celle d'un épisode final dantesque.
Alors, en attendant, j'ai pas évoqué tous les détails un petit peu plus techniques, j'ai pas évoqué la musique ni le jeu des acteurs, puisque de toute façon tout est au top du top, donc j'ai pas grand chose à en dire. Moi j'estime que Les Deux Tours, c'est un chef-d'œuvre, c'est une œuvre qui est magistrale. Alors comme je viens de le dire, un chef-d'œuvre, mais j'estime que le mot chef-d'œuvre c'est un terme qui est un petit peu trop employé à tort ou à raison. Mais pour le cas du film du jour, j'estime qu'on peut vraiment clairement l'employer sans avoir honte de le dire. Hein. N'ayons pas peur des mots lorsqu'ils sont utilisés judicieusement. Tout ça laisse préfigurer du très bon pour le retour du roi. Je voulais finir en évoquant quelque chose qui, moi, par rapport aux Deux Tours, me bluffe énormément, c'est que Peter Jackson a su se renouveler d'un film à l'autre alors qu'il tournait les deux films en même temps. C'est ça qui est assez génial, c'est que les Deux Tours transcendent la communauté de l'anneau alors que au moment du tournage, il pouvait ne pas en avoir conscience de ça. Ce qui veut dire que le gars savait quand même maîtriser son truc, mais il a pensé bien en amont. Donc c'est ça que je trouve génial avec cette saga. Et puis ça s'avérera d'autant plus vrai dans Le Retour du Roi, que j'analyserai, je l'espère, sûrement en fait. Ouais, là on est en direct, on est entre nous, je vais vous faire une promesse. Le Retour du Roi, la critique du Retour du Roi, histoire de boucler la boucle, je la ferai, vraiment, je la ferai. Et même si ça doit être que dans 3 ans, je m'en fous, je la ferai. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans 3 ans. Donc en attendant, moi je rends l'antenne, je rends la parole à Anto, à Marseille. Et puis je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.